Alors, juste peut-être quelques recommandations d'usage, bien que vous soyez tous maintenant éprouvés à l'exercice. On Effectivement, ne te voit plus, Bertrand. je vous vois bien. Est-ce que vous me voyez? Oui, c'est mieux. Alors, juste les recommandations d'usage, justement, j'allais y venir. Donc, micro fermé, si c'est bien pour éviter les échos. Caméra ouverte, parce qu'effectivement, on est contraint à un exercice dématérialisé et on aurait préféré effectivement l'avoir dans un cadre plus présentiel. Mais on va remercier la technologie de permettre quand même ce lien. Donc, si vous pouviez garder effectivement vos caméras ouvertes pour la convivialité de l'exercice. Pour les questions, ce que je vous propose, c'est que nous aurons deux intermèdes, donc après chacune des deux interventions, qui permettront des échanges en live. Donc, pour ce faire, hein, je vous propose effectivement que vous puissiez lever la main là, dans l'onglet participants pour qu'on puisse identifier votre souhait de pouvoir intervenir. Et puis, par ailleurs, le chat, bien sûr. Et je pourrais éventuellement faire votre voix si vous deviez craindre d'oublier votre question le moment venu. Donc, on l'aura bien visuel et je me permettrai effectivement de porter votre question. Les recommandations d'usage étant faites, je propose qu'on démarre ce webinaire dédié à la cybersécurité. Alors, vous savez, en préparant ce webinaire, on s'est posé une question. Est-ce que nous aurions eu, au sein de la sphère santé, à traiter de ce sujet avec autant d'acuité s'il n'y avait pas eu de crise sanitaire? Alors, bien sûr que le sujet lui était antérieur, hein, ça ne m'avait pas échappé. Pour autant, est-ce que la lutte contre le Covid ne nous aurait pas fait prendre conscience, peut-être plus que jamais, de la fragilité dans laquelle une crise, toute crise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, peut plonger les acteurs. Et puis globalement, une prise de conscience de notre degré collectif, peut-être d'impréparation à la survenue d'événements exceptionnels, à la gestion d'imprévisibles, si tant est que le risque cyber soit imprévisible, et ce sera d'ailleurs un des sujets de la matinée. Donc, c'est un peu maintenant, c'est-à-dire dans une période où on est encore tous en alerte sur les risques potentiels qui pourraient affecter nos établissements, qu'il nous appartient d'agir pour anticiper the next catastrophe, en fait, l'exceptionnel de demain. Et à ce titre, la réduction de la vulnérabilité de nos établissements de santé, au risque d'ailleurs de tout ordre, mais en premier lieu et pour notre exercice de ce matin, sur le risque cyber, est un enjeu fondamental. Et c'est vrai que on est devenu des proies de choix, le secteur de la santé est devenu une proie de choix davantage encore dans le collimateur des cybercriminels depuis la pandémie. Alors, la massification des flux accélérés par le virage numérique en santé et le déploiement de solutions dématérialisées pendant cette crise ont probablement attisé les convoitises, hein, puisque peut-être qu'effectivement, on y reviendra ce matin, mais c'est bien les flux qui intéressent les cybercriminels plus que le secteur santé en lui-même, et on y reviendra. De sorte qu'il nous appartient désormais d'upgrader, de surélever un peu nos digues de protection. Alors c'est vrai, les lignes bougent. Les annonces du président de la République sur le sujet en témoignent, même si les moyens dédiés ne sont pas des moyens nouveaux. La DGOS s'est mis également en ordre de marche sur ce sujet-là pour avoir sollicité les fédérations hospitalières pour y réfléchir et a même nommé un référent qui vient d'arriver, issu de l'ANS, pour travailler sur le sujet de la cybercriminalité. Et l'enjeu pour nous, dans ces travaux, c'est de s'assurer effectivement d'un accompagnement de l'ensemble de l'écosystème. Et là, effectivement, on aura une vigilance toute particulière pour notre secteur, puisqu'en fait, dans cette affaire, on est tous liés, on est tous imbriqués. Une brèche qui s'ouvrirait viendrait fragiliser l'ensemble de l'édifice. Donc ça, c'est le véritable enjeu des travaux qui s'ouvrent aujourd'hui avec la DGOS. Alors, pour ce webinaire, je tiens à remercier nos trois intervenants, Edwige et Lionel pour Cham et Vincent pour l'Apsis, qui, de manière très opérationnelle, vont venir d'abord caractériser le risque cyber, puis nous dire un peu comment mettre les atouts de notre côté
pour consolider la cybersécurité dans nos organisations et engager une dynamique en ce sens. Donc, merci beaucoup à Vincent et à l'Apsis d'avoir accepté cette intervention. Grand merci à notre grand partenaire Cham, qui, avec Lionel et Edwige, qui nous accompagnent sur cet événement, et ce, dès sa genèse, hein, puisque nous l'avons travaillé voilà, il y a quelques mois déjà pour envisager cette intervention. Écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne matinée, avec une fructueuse matinée même. Et puis, Vincent, peut-être, it's up to you. Yes, eh bien, merci beaucoup pour cette introduction. Je vais partager mon écran. Vous me dites quand c'est OK. Et puis commencer cette première partie. C'est OK pour le visuel? OK. Très bien. Merci. Donc, voilà, on m'a demandé de réfléchir pourquoi le risque cyber est devenu stratégique pour les établissements. Donc, dans le cadre de cette intervention de la FHP, tout ce que je vais dire est valable pour le secteur privé, mais également pour le secteur public, qui depuis quelques années maintenant subit un certain nombre de désagréments liés au cybercrime. Donc, je me colle à la première partie, qui est plutôt une description de cette menace et d'où elle vient et quel est son intérêt. Ensuite, Lionel et Edwige interviendront plutôt sur la partie stratégie, réflexion et le volet curatif. Donc, je suis donc Vincent Trelli, président de l'Association pour la sécurité des systèmes d'information de santé. Il y a quelques adhérents de l'Apsis qui sont connectés, j'ai vu. J'en profite pour les saluer. On a notre congrès national au Mans la semaine prochaine où nous serons 180 à réfléchir pendant 3 jours. J'interviens régulièrement dans les médias pour essayer de vulgariser l'ensemble de ces concepts et j'ai une chronique sur France Inter, France Culture également qui parle des technologies numériques de santé en général et de leur sécurité en particulier. Alors, quel est l'état de la menace? En fait, d'où vient cette menace et pourquoi est-ce qu'il y a une problématique cyber aujourd'hui que rencontrent les structures de santé? Alors, premièrement, il y a 3 facteurs. Le facteur numéro 1, c'est que les acteurs du tertiaire, banque, assurance, industrie de pointe, ont rencontré ces problèmes. Mais ils ont une quinzaine d'années d'avance en termes de maturation, de surface digitale et de prise en compte de la problématique cyber. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ils sont à risque zéro. Les récentes attaques de Bouygues Construction et des mutuelles du Mans Assurance le prouvent. Mais pour autant, c'est plus rentable et plus facile pour des pirates aujourd'hui de s'attaquer à des écosystèmes dont la surface numérique a progressé très rapidement et qui ne sont pas encore forcément arrivés à un degré de maturité satisfaisant en termes de cybersécurité pour des tas de raisons, des raisons de prise en compte stratégique, des raisons de moyens également. Et donc, on a, depuis un certain nombre d'années, les collectivités territoriales, les PME, PMI et l'écosystème de santé qui sont devenus des cibles particulièrement prisées des groupes de pirates. Alors, la menace, elle est composée d'un certain nombre d'acteurs. On s'espionne, ce n'est pas nouveau, c'est depuis la nuit des temps, hein, champion du monde toute catégorie, les Américains, avec la plus belle agence de renseignement du monde, la NSA, suivie de près par les Russes, les Chinois, les Coréens du Nord. Et on peut envisager bientôt l'Union européenne qui se dote progressivement d'une force cyber offensive par rapport à une dynamique défensive mise en œuvre ces dernières années. Donc, on s'espionne. Boeing veut les plans de nos Airbus, les Américains écoutent Emmanuel Macron et la chancelière Merkel, et évidemment, il y a un intérêt sur notre recherche. On est un des pays au monde où la recherche médicale est la plus développée, que ce soit avec nos grands centres, CNRS, INSERM, nos centres hospitalo-universitaires, les recherches privées également, les laboratoires. Et donc, il est extrêmement intéressant pour des puissances étrangères de savoir où on en est sur le domaine. On a la cyberguerre, le virus informatique étant venu rejoindre les traditionnelles armées de terre, armées de l'air et marine,
on a aujourd'hui des virus informatiques, on a des armées cyber qui vont tenter de déstabiliser des gouvernements. C'est le cas du conflit entre les États-Unis et l'Iran, où l'Iran est régulièrement attaqué par des virus assez puissants qui les empêchent d'enrichir l'uranium. Et puis, un terrain d'activité sur l'Ukraine, régulièrement attaqué par les forces russes, avec des désorganisations du système ferroviaire, l'impossibilité de rémunérer les fonctionnaires, ce qui peut avoir des conséquences importantes sur l'état social du pays. La cybercriminalité, comment faire de l'argent avec un écosystème et avec celui de la santé, on va zoomer un peu sur cette problématique. On va chiffrer le système informatique d'une structure de santé et lui demander une rançon pour le débloquer. On va voler des données de santé et faire chanter une structure de santé en lui disant « vous nous payez » ou on diffuse les informations à caractère personnel de vos patients sur l'Internet et sur les réseaux sociaux et on appelle Mediapart. On va s'attaquer directement aux patients également en se faisant passer pour des structures de santé pour capter de l'information à caractère personnel, voire des données bancaires. Donc, il y a tout un tas de choses intéressantes qui fait du système de santé un système particulièrement prisé. Et puis, on a les activistes, sont tous les gens qui ont des causes, certaines étant plutôt sympathiques, les causes animales ou écologistes, et d'autres étant extrêmement agressives, les causes djihadistes, les causes des suprémacistes, etc., qui vont utiliser les systèmes numériques pour faire parler de la cause. Vous imaginez bien que cet après-midi, si un groupe de pirates fait tomber le système de régulation du SAMU de Paris, il a quasi l'assurance de faire un 20h ce soir. La cybercriminalité, c'est un déport de la criminalité traditionnelle vers le monde cyber qui a bien compris qu'aller braquer le Crédit Mutuel du coin n'avait plus tellement d'intérêt et risquer 15 ans de prison et une balle pour récupérer 4 ou 5 000 euros en liquide n'avait plus beaucoup de sens. C'est à l'heure où je vous parle la troisième économie mondiale. Si la cybercriminalité était un État, il serait juste derrière la Chine et les États-Unis. Et les prévisions sont de 10 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires à horizon 2025. Donc, on est à l'équivalent du narcotrafic. Ce sont les deux grandes aujourd'hui sources criminelles mondiales sont le narcotrafic et la cybercriminalité, avec des pirates qui émargent entre 50 et 100 000 euros par mois de recettes, comme on a pu le voir dans certaines émissions comme Complément d'enquête il y a quelques mois, où on voyait des pirates russes s'afficher dans des Lamborghini et faire des courses sur le périphérique de Moscou. De plus en plus d'entreprises déclarent des problèmes de sécurité. Le MEDEF a été sollicité par l'ensemble des grandes entreprises françaises, la CGPME également, et ils ont alerté le Premier ministre en disant, voilà, on subit des cyberattaques régulières, ça nous coûte très très cher. Et le numéro 1 tout de même, ciblé aujourd'hui, c'est le secteur public, en nombre d'attaques reçues, avec une augmentation significative de ce qu'on appelle les attaques par rançongiciel, celles que j'évoquais précédemment, qui consistent à bloquer tout ou partie d'un système d'information et de demander une rançon pour le débloquer. Il ne faut pas croire qu'on a affaire à des adolescents geeks dans leur chambre d'étudiants. Plus de la majorité des attaques sont initiées par des organisations criminelles structurées que l'on trouve en Russie, en Corée du Nord, en Chine, en Inde, également en Amérique du Sud, en Ukraine. Ce sont des groupes organisés de pirates et il est très difficile, lorsque l'on a constaté une attaque, évidemment, de pouvoir aller plus loin dans la répression, parce qu'on est sur une problématique planétaire et si on sait que le CHU de Rouen a été attaqué par un groupe de pirates russes, si Emmanuel Macron n'appelle pas Vladimir Poutine pour en parler, il ne se passe pas grand-chose derrière. Alors, les cryptovirus, les rançongiciels, les ransomware, ce dont on parlait, représentent aujourd'hui à 70 à 80% des attaques sur le système de santé, parfois des attaques ciblées, comme ça a été le cas de Rouen, de Dax récemment, Dax où les pirates étaient présents depuis 2 mois dans le système d'information, où les pirates ont progressivement et discrètement élevé leurs privilèges jusqu'à chiffrer la sauvegarde avant de déclencher leur attaque
sur la production, ce qui fait que Dax, in fine, a été probablement en 2021 l'établissement qui a subi la plus grosse attaque avec 4 semaines. Je dis bien 4 semaines d'indisponibilité de la quasi-totalité de ces systèmes informatiques, l'annulation de toutes les séquences de radiothérapie, le report d'un certain nombre d'opérations non essentielles et une demande de rançon qu'évidemment il convient de ne pas payer. La seule solution aujourd'hui pour se prémunir d'une attaque par cryptovirus et par rançongiciel est d'avoir de bonnes sauvegardes et de se dire que eh bien, le système est foutu, on va le remettre à zéro et on va remonter la sauvegarde la plus récente. Donc, vous, dirigeants de structure, si vous avez une chose sur laquelle vous devez insister tout particulièrement et sur laquelle vous devez zoomer, c'est cette capacité de votre système d'information à avoir un plan de sauvegarde et un système de sauvegarde très efficace et régulièrement testé, parce qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui lorsque l'on subit ce genre d'attaque que de se dire eh bien, on fait une croix sur les dernières heures et on va remonter un système tel qu'il était hier soir à 22 heures, par exemple. La majorité des attaques arrivent par ce qu'on appelle le phishing, c'est-à-dire les faux mails que l'on rencontre et qui sont de plus en plus sophistiqués, émis soit par la caisse d'assurance maladie, les banques, le centre des impôts. Il convient de sensibiliser les personnels à cela. Ces emails sont de plus en plus sophistiqués. C'est plus ceux d'il y a des années où on les reconnaissait très facilement avec des fautes d'orthographe relativement grossières et des logos pas très beaux. Aujourd'hui, c'est propre. C'est parfois même très bien travaillé et on peut même avoir l'impression que ça vient de l'interne, ce qu'on appelle le spear phishing. Et donc, sans devenir paranoïaque par rapport à l'email, il convient de sensibiliser les personnes à l'aspect stratégique de sa boîte mail et de faire ce qu'on appelle de l'hygiène informatique un peu, et donc de vérifier un peu qui est l'émetteur, d'où ça vient, et de travailler en étroite collaboration avec l'équipe informatique en cas de doute sur la provenance d'un email. Alors, les exemples récents, ça peut être un hôpital de province comme celui d'Issoudun qui tombe dans un piège, comme ça aurait pu être la mairie du coin ou un particulier et à qui on demande une rançon de 900 $, mais qui, à un moment donné, évalue une conséquence financière comprise entre 40 et 45 000 euros, sans compter la perte d'exploitation, c'est-à-dire des personnels qui quasiment ne travaillent plus sur le volet administratif et travaillent en mode très dégradé sur le volet soins. 40 à 45 000 euros simplement pour réparer, remettre en place, parce qu'évidemment, quand on fait appel à une société spécialisée dans l'urgence, c'est beaucoup plus cher que lorsque c'est prévu à l'avance. Et donc, on a toujours besoin d'un coup de main dans ce cas de figure par des sociétés spécialisées qui vont aider à la remise à niveau du système d'information. Le premier gros choc qui a fait réagir les politiques et Agnès Buzyn, qui a fait un premier discours fin 2019 sur la cybersécurité en déclarant que c'était une priorité nationale, ça a été tout de même le CHU de Rouen, l'un des premiers centres hospitalo-universitaires français, totalement bloqué pendant 72 heures, avec un redémarrage progressif d'à peu près 80% des applications et les 20% restants ayant pris plusieurs mois pour un retour à la normale. Le CHU de Rouen, c'est 440 publications presse et médias, c'est 128 demandes d'interview. C'est donc probablement l'attaque la plus médiatisée au niveau à la fois national et international. Et cette fameuse affiche qui a tourné partout, où le message était relativement clair, allez ailleurs, on n'est plus capable de vous prendre en charge. Comme l'expliquait en introduction Bertrand, la crise Covid a généré une sorte de Far West entre, en particulier, les laboratoires. Si vous vous souvenez de mon schéma initial sur les acteurs de l'insécurité numérique, eh bien, les laboratoires, pendant la crise Covid, tout particulièrement ceux qui étaient en train de chercher un vaccin contre la Covid, avaient tout le monde sur le dos.
les cyberespions qui cherchaient à savoir où ils en étaient dans le développement du vaccin, les cybercriminels qui se disaient que c'était le bon moment d'aller demander 100 000 balles à un laboratoire parce qu'il avait autre chose à faire que de se dépatouiller d'une cyberattaque et qu'il aurait une tendance à payer, et les cyberactivistes anti-vax, anarchistes, qui se disaient à un moment donné, on va les empêcher de développer un vaccin et donc les attaquer. Donc, on a vu presque tous les laboratoires au niveau international qui ont subi des cyberattaques, des données de laboratoires espagnols volées par des Chinois, des laboratoires Bayer qui a été attaqués, le laboratoire Pfizer, évidemment. Tous ont subi des cyberattaques. Mais les labos ont une maturité en termes de cybersécurité et des ressources qui sont tout de même supérieures à celles des établissements de santé. Ces cyberattaques ont pu, pour partie, être contenues, même si ça les a relativement désorganisées. Et puis 2021 a démarré par un festival qui a fait que c'est monté d'un cran encore. Et pour la première fois dans l'histoire de la cybersécurité, on a un président de la République qui s'est saisi du sujet. C'est une première historique. Donc, on a eu Albert Villemoutier, on a eu Dax, dont on a entendu parler, on a eu Villefranche-sur-Saône, et puis Oloron-Sainte-Marie. Et là, je ne vous cite que des établissements sanitaires, mais pour un établissement sanitaire, on a 3 EHPAD qui subissent la même punition, sachant que c'est moins médiatisé, c'est moins violent et ça désorganise moins les soins, mais ça met à mal des établissements de petite taille qui ont aussi un dossier informatisé de l'usager, qui ont aussi une GRH, qui ont aussi des informations de santé à caractère personnel et qui se retrouvent totalement démunis, sachant que parfois, dans des EHPAD, il n'y a même pas de sauvegarde. Je connais des EHPAD qui ont perdu 5, 6, 7 ans de données, des centres aussi de travail sur le génome, un centre à Marseille qui a perdu 8 ans de dossiers médicaux, parfois par défaut d'une informatique suffisamment solide, et donc tout simplement par le fait d'avoir des matériels obsolètes et puis pas de plan de sauvegarde. Alors, pour résumer, pourquoi le système de santé est une nouvelle cible? Parce qu'on vole de l'information médicale pour la revendre. Il y a du business sur l'information médicale. Un dossier médical se négocie entre 50 et 200 $ sur le Darknet. Ce qui intéresse n'est pas forcément mon dossier médical, mais la masse de dossiers médicaux qui vont permettre à des sociétés peu scrupuleuses, via des officines intermédiaires, d'acheter de la data, d'acquérir des centaines de milliers de dossiers médicaux, d'y passer des algorithmes et de pouvoir sortir de la donnée fine, c'est-à-dire de quoi on est malade, qu'est-ce qu'on prend comme médicament, combien ça coûte, combien on dépense, et donc d'en déduire des stratégies business. Donc, on n'est pas dans le monde des bisounours, on est dans un monde de guerre économique et des grandes multinationales du médicament, voire mutualistes ou autres, peuvent être intéressés par ces données. On a les virus classiques, entre 50 000 et 100 000 nouveaux virus par jour, les virus de type CryptoLocker avec demande de rançon, le vol d'informations médicales et le chantage à la diffusion sur Internet. Je rappelle qu'une structure de santé a l'absolue responsabilité de la totale confidentialité des données des patients et que c'est une obligation de résultat et pas simplement de moyens. Le vol de bases de données d'email, parce que plus on a d'emails, plus on est en capacité de diffuser les virus et de l'information. On a découvert sur Internet l'année dernière la plus belle collection d'emails jamais trouvée, 773 millions d'emails, certains accompagnés de mots de passe. Et le gouvernement français a acquis, même les gouvernements achètent les bases de données des pirates, donc vous voyez que c'est lucratif, a acquis cette base de données et a découvert dedans 26 000 emails de soignants français, c'est-à-dire des emails de type nom-prénom @ clinique je ne sais quoi.fr ou chu-quelque chose.fr. Des conséquences d'erreurs humaines involontaires et de mésusage, parce qu'on n'a pas une population dans les établissements de santé publics et privés qui est malveillante, mais on a une population mal formée. Et donc, on fait des bêtises avec les clés USB, avec l'ouverture de plateformes d'échange, Google Drive, Dropbox, etc., avec l'usage d'emails publics de type Gmail ou Orange, et on diffuse de la donnée sensible, de la donnée de santé, sans forcément voir le mal.
et sans forcément avoir déployé de solutions pour s'en prémunir, mais ça permet une ouverture de porte aux cybercriminels. Ça nous permet aussi de trouver sur le Darknet de fausses ordonnances. Vous pouvez vous payer un arrêt de travail de 3 semaines pour 150 € et des médecins ne savent pas qu'en fait, il y a leur signature, leur tampon, leur code RPPS sur ces faux et qui sont en train de prescrire de la méthadone, du Subutex ou des opiacés et d'arrêter les gens pour 3 semaines sans le savoir. Des actions criminelles menées directement sur les patients, on va se faire passer pour une structure de santé et si on est poli et gentil, quand on leur aura demandé pour mettre à jour soi-disant leur dossier médical, leur numéro de sécurité sociale, leur adresse et leur numéro de téléphone, si on finit par demander les 16 chiffres de la carte bleue, le trigramme visuel et la date d'expiration, ça va passer assez régulièrement. Le Darknet dont je vous parle est un espace de l'Internet, c'est un peu le coin chaud du net, c'est l'underground de l'Internet et c'est un grand magasin sur lequel on va trouver des cartes bleues avec les numéros associés, des médicaments en tout genre, évidemment de la drogue, tout ce qui est volé et qui ne se vend pas sur le bon coin et qui va descendre dans un espace plus anonyme, plus chiffré, qui permet de faire commerce d'armes, de documents, de faux en tout genre. Et au milieu de cela, eh bien, on va tomber sur ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire des bases de données patients qui ont été savamment exfiltrées et on trouve régulièrement, sans parfois que les structures de santé ne s'en soient aperçues, des bases de données. Donc, on a l'hôpital du Bronx de New York et ses 34 000 patients qui est à vendre 20 bitcoins, la base de données de l'hôpital d'Atlanta en Georgie qui est à près de 400 000 patients, qui est à vendre depuis des années sur le black market, la clinique de Farmington, etc. À ma connaissance, il y a eu une tentative d'exfiltration il y a 2 ans de la base de données d'un grand centre hospitalo-universitaire de l'Est de la France. Et cette tentative d'exfiltration était un peu brutale, ce qui fait que les équipes informatiques ont pu la détecter et stopper ce vol de base de données. Alors, ce n'est pas encore très fréquent chez nous, peut-être que nos DPI ne sont pas encore assez bien remplis, mais pour autant, ce sont des attaques là qui sont menées avec finesse et intelligence. Sur l'année 2020, 369 incidents de sécurité ont été officiellement déclarés. Je dis officiellement parce qu'on sous-estime, je pense, ce nombre. Il y a plus d'incidents que de déclarations, même si c'est devenu obligatoire par la loi. 290 établissements donc, ont produit 369 déclarations. 14 ont donné lieu à une intervention de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, les experts qui se sont déplacés sur site. Et lorsqu'on lit le rapport, 34 cyberattaques ont tout de même mis en danger la vie des patients avec des systèmes à l'arrêt qui font qu'on est obligé de déprogrammer, voire d'être en dégradé sur des prises en charge urgentes. En Allemagne, pour la première fois, un procureur a qualifié d'homicide volontaire une cyberattaque, puisque cette cyberattaque a fait qu'un service d'urgence a refusé une patiente et a demandé son transport vers un autre hôpital et que la personne est décédée pendant le transport. Et donc, un procureur a qualifié la cyberattaque d'homicide volontaire. C'est une première aussi au niveau européen. Alors, suite à tout cela, en février 2021, le président Macron s'est saisi du sujet, a fait une vidéoconférence avec Dax et Villefranche-sur-Saône, en apportant évidemment son soutien aux équipes qui étaient dans la panade, et a annoncé un certain nombre de mesures, la création d'un observatoire permanent du niveau de sécurité des établissements de santé. Comme le disait Bertrand en introduction, c'est pas d'aujourd'hui la cybersécurité en santé. Ça a démarré tardivement, mais on y est depuis 2013 avec le premier programme Hôpital numérique qui exigeait des établissements pour émarger à ce programme d'avoir une politique de sécurité, une charte, un plan de reprise d'activité, etc. Et puis le programme Open qui a lui aussi accéléré, le RGPD 25 mai 2018 qui oblige les structures de santé, les personnes morales, donc représentées par la personne physique, la directrice ou le directeur, à prendre toutes les mesures de sécurité en proportion de la qualité des données hébergées.
Emmanuel Macron a également annoncé la sensibilisation à la cybersécurité dans les cursus de formation des professionnels de santé, l'attribution de budgets dédiés cybersécurité dans chaque programme numérique, c'est logique. Quand on achète une voiture, les freins et les ceintures de sécurité ne sont pas en option. Quand on met 100 000 € sur la table pour un projet informatique, le fait que 5 à 10 000 € soient dédiés à sa robustesse, à sa sécurité, me semble parfaitement logique. Et puis, des annonces financières, 350 millions € du Ségur et de la rallonge Open consacrée à renforcer la sécurité des systèmes d'information. On est en attente de précision sur ces fonds, à savoir de quelle manière ils vont passer de l'idée à la réalisation opérationnelle via les régions. Quelques premières sanctions liées au déficit de sécurité sont tombées sur des hôpitaux européens. Un hôpital portugais condamné à 400 000 €. Dans toutes les structures de santé où je vais en France, la condamnation pourrait être la même. Il y avait plus de personnel autorisé à accéder aux données que de personnel existant. Or, pour avoir été directeur des systèmes d'information d'un gros hôpital pendant des années, on est toujours informé de l'arrivée de quelqu'un, on est plus rarement informé de son départ. Et donc, effectivement, on a parfois plus de comptes actifs de médecins ou de professionnels de santé que de personnes exerçant réellement, parce qu'on a des comptes héritants de personnes qui sont parties. Les Pays-Bas aussi, c'était une surconsultation de dossier médical, une star de la télé-réalité qui a été admise. Son équipe de soins comportait 8 personnes et c'est 85 personnes qui ont consulté son dossier. Je rappelle que pendant la crise Covid, on a eu une explosion de la consultation des informations médicales intra-établissement de santé, c'est-à-dire du personnel par le personnel, pour savoir si son collègue absent était atteint du Covid ou pas, pour savoir si tel voisin était atteint du Covid ou pas. Et on me demande lors des conférences de sensibilisation que je peux faire, et comme j'ai fait aux Hospices civils de Lyon et à l'hôpital d'Aix la semaine dernière, d'insister sur ce point et sur le fait que droit d'accès ne signifie pas droit de consultation et que la consultation des informations médicales sont codées et totalement réservées au personnel pris en charge. Grosses amendes sur des gros opérateurs, 204 millions € pour British Airways qui s'est fait voler sa base de données de 429 000 clients avec leurs coordonnées bancaires, adresse, numéro de téléphone, vol, etc. Marriott, pareil, 20 millions € d'amende où les experts et les juges ont estimé qu'ils n'avaient pas mis en place les mesures de sécurité de base ou suffisantes pour sécuriser les données. Je rappelle qu'on ne demande pas à une structure de santé de devenir un camp militaire ou d'avoir des systèmes de sécurité disproportionnés, mais quand je vois qu'aujourd'hui, on a encore du mal à faire passer une politique de mots de passe, c'est-à-dire d'exiger des professionnels qu'ils utilisent des mots de passe d'au moins 8 caractères et qu'on les change de temps en temps, ça c'est un basique, ça fait 10 ans, 15 ans que tout le monde fait ça, et évidemment, un juge pourrait considérer que là, on est sur un manquement à l'état de l'art, quoi. De la même manière, si on n'avait pas de sauvegarde, de la même manière, si on n'avait pas de charte du bon usage annexée au règlement intérieur et opposable, aujourd'hui, ce sont des mesures qui seraient considérées comme des manquements si elles n'étaient pas mises en œuvre et qui pourraient donner lieu à des condamnations des structures de santé en particulier. J'ai mis une petite amende de 30 000 € pour l'office HLM de la métropole de Rennes qui gérait ses locataires sur un fichier Excel partagé entre de multiples personnes. Ça veut dire que cette réglementation s'applique aussi aux associations, aux clubs de foot. Quand on gère de la donnée sensible, on y fait attention. Pour terminer, je rappellerai que la sécurité, ça n'est pas que la confidentialité. Évidemment, la confidentialité, avec les concepts du moindre privilège et du besoin d'en connaître, c'est-à-dire tout est interdit, sauf ce qui est absolument nécessaire à l'exercice de son métier. C'est aussi l'intégrité des données, bien mettre en œuvre toutes les mesures pour que dans un système numérique 2 et 2 égale 4 et jamais 5, c'est la notion de disponibilité, il faut que ça fonctionne. Parce que l'opérateur qui est en train de faire décoller Charles de Gaulle, si à un moment donné ses écrans s'éteignent, c'est la panique et la mise en danger évidemment des personnes. Donc la notion de disponibilité, l'adhérence au numérique est de plus en plus forte dans les établissements de santé et toute interruption peut donner lieu à tout un tas de problèmes. Et la notion de traçabilité, c'est-à-dire on est connecté dans un système numérique en son nom et on laisse des traces de ses actions
comme à l'époque du papier, on signait tout un tas de papiers, celui qui prescrit, celui qui délivre, celui qui valide la prescription pharmaceutique, etc. Deux approches se rejoignent aujourd'hui pour mener à bien l'ensemble des chantiers. L'approche RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information, qui s'attache à assurer la pérennité de l'institution et de la structure de santé, et donc en travaillant sur la DSI, sur le matériel, sur les logiciels, sur les interfaces, sur les relations avec les fournisseurs, et la notion du délégué à la protection des données, qui lui a une approche plutôt usagée et qui s'attache à protéger les données des citoyens et des personnels, et dont la maison de rattachement est la CNIL. Ces politiques de sécurité sont déployées par le ministère, déclinées par l'Agence du numérique en santé, et on les retrouve, comme on le disait tout à l'heure, dans tous les grands programmes d'État, dans les obligations réglementaires du RGPD, et pour certains qui sont devenus opérateurs de services essentiels dans la mise en œuvre de la directive NIS. Voilà, j'en ai terminé de cette présentation. Je souhaitais vous faire un tour d'horizon de la menace et pourquoi cet intérêt pour les données de santé. On a quelques temps pour répondre à d'éventuelles questions avant de laisser la parole à Lionel et Edwige, qui vous parleront plutôt de la manière dont on peut éviter ces ennuis. Je vous remercie. Merci beaucoup, Vincent. En attendant effectivement que les mains se lèvent, je vais déjà porter la voix de Frédéric Chaumont, qui est à La Réunion. Merci de nous suivre de si loin, Frédéric, qui évoque effectivement le fait que la donnée médicale, en fait, n'est qu'une monnaie d'échange. C'est une unité d'œuvre commune. Alors, je vais même me permettre, Frédéric, si tu veux bien compléter ce propos-là, parce que c'était effectivement, je l'ai longtemps pris comme ça, le sujet. Pour autant, récemment, et pour travailler effectivement sur le sujet avec les copains et les autres fédérations, en fait, le sujet aujourd'hui, et Vincent l'a évoqué de manière incidente au début de son exposé, c'est l'exfiltration de données pour un usage qui est un usage industriel. Avec toutes les conséquences sociales qui sont attachées. On a eu quelques exemples récemment, malheureusement, de patients, notamment un cas que je n'identifierai pas dans sa localisation, d'un patient qui s'est suicidé en fait, suite à une attaque, parce qu'il y a eu une divulgation de sa donnée médicale, notamment, et d'une situation familiale et sociale qui lui a porté préjudice. Et en fait, c'est vraiment l'exfiltration de la donnée en tant que telle, c'est-à-dire pour ce qu'elle était, qui en fait génère de la valeur, et y compris effectivement dans un tissu industriel. Vincent, tu évoquais tout à l'heure effectivement l'usage par certains laboratoires d'une donnée qui est aujourd'hui présente sur le dark web, qui peut effectivement permettre de construire des stratégies industrielles. C'est ce qui est d'ailleurs assez inquiétant. Oui, on a cela, et il y a un autre exemple qui a été assez frappant, et il y a 6 mois de ça, un groupe de cliniques psychiatriques finlandais s'est fait exfiltrer 25 000 dossiers de psychiatrie. On les a fait chanter. Ils ont évidemment refusé de payer la rançon. Les pirates, ayant les coordonnées des patients, les ont appelés individuellement pour les faire chanter à hauteur de 1 000 à 1 500 € en leur disant écoutez, j'ai devant les yeux votre dossier psy avec vos pathologies, vos prescriptions. En gros, vous êtes schizophrène. Vous m'envoyez 1 000 €, sinon je balance sur les réseaux sociaux et votre patron et vos familles seront au courant de cela. Et puis, la deuxième chose qui était évoquée là, effectivement, il ne faut pas négliger le pouvoir et la valeur de la data. La data. Il y a même des gouvernements, des services de renseignement qui aujourd'hui peuvent être intéressés de savoir quelle est la santé de ses ennemis ou de ses amis, quelles sont nos principales pathologies, comment on se soigne, comment on s'est traité. Tout ça a un intérêt économique non négligeable, et ça, c'est du big data, c'est de la donnée de masse. Je vois qu'on a une question sur les fournisseurs. Le RGPD est assez clair, le règlement général sur la protection des données. Il vous impose le contrôle de vos fournisseurs. C'est-à-dire, le RGPD dit
Aujourd'hui, vous, en tant que responsable de traitement, vous faites appel à des prestataires, vous en avez la responsabilité. Et donc, vous devez, dans les contrats avec eux, reporter clairement et proprement les responsabilités qui leur incombent, en particulier en termes de sécurité. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que vous avez une obligation d'avoir des contrats clean où les responsabilités en termes de sécurité sont clairement établies, où le prestataire signe des documents expliquant qu'il se préoccupe de cybersécurité, qu'il protège les accès à vos systèmes d'information. Et puis, derrière, quand il y a un pépin, ça se règle au tribunal. Et le tribunal décidera à un moment donné de qui est responsable. Par contre, si vos patients subissent un préjudice, ils vous attaqueront vous. Et ce sera à vous de vous débrouiller à démontrer que finalement, le manquement a directement été lié à l'action de votre prestataire. Vous aurez deux procès en parallèle, quoi. Celui avec vos patients ou avec votre personnel, si c'est des fuites de données de personnel de santé, par exemple, vous aurez à traiter ce premier problème et vous aurez en back-office à traiter, si je peux m'exprimer ainsi, à traiter le problème de la responsabilité vis-à-vis de votre prestataire. Donc, il y a évidemment une démarche assurantielle derrière dont Lionel et Edwige parleront bien mieux que moi. Que faire quand un prestataire impose des prérequis dont on ne sait pas s'ils sont conformes à l'état de l'art de la sécurité? Un prestataire, déjà, il peut… J'aime pas le terme imposer. Lorsqu'il y a un prestataire biomédical, il doit y avoir une discussion, c'est-à-dire entre un établissement de santé qui voudrait être trop rigide en disant « si vous n'êtes pas capable d'entrer parfaitement dans les clous de mon système d'information, je ne travaille pas avec vous », et du coup une société biomédicale qui va dire « ok, moi je ne suis pas capable, donc on ne bosse pas ensemble », et un prestataire et un industriel du biomédical qui dirait « si vous voulez que je travaille avec vous, je vous impose ces règles », il doit y avoir une négociation entre professionnels et du biomédical et entre professionnels du système d'information. Le conseil que je donne le plus souvent, c'est de coopérer et de faire en sorte que les équipes informatiques soient intégrées systématiquement aux projets biomédicaux parce que souvent, ce sont un peu les oubliés. Moi, en tant que DSI à l'époque, je découvrais souvent après coup qu'une décision d'acquisition et d'installation de matériel biomédical avait été actée et c'était toujours difficile d'essayer de s'intégrer proprement, alors que si j'avais pu être impliqué en amont, on aurait pu chacun faire peser nos arguments et trouver à un moment donné un accord par voie de contractualisation. Vincent, si tu me permets, j'aimerais quand même apporter un minimum d'espoir à ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, nous sommes dans une situation qui est extrêmement compliquée au niveau des projets biomédicaux. Je comprends tout à fait la remarque de Laurent. Nous en avions déjà discuté. Je pense que le nouveau règlement sur les dispositifs médicaux qui a rappelé à toute la chaîne de propositions de valeur autour du biomédical ces obligations qui leur seront maintenant pénalement opposables, la SSI en fait partie de bout en bout. Au demeurant, il est aussi rappelé aux établissements quelle est leur responsabilité de prise en compte de cette sécurité dans les projets, dans tout le cycle de vie de ce projet. Donc, ce que tu viens de dire est pris aussi à ce niveau-là. Au demeurant, tous les jours, on constate que ces règles ne sont pas encore maîtrisées pour autant qu'elles soient connues. Il va falloir un certain temps avant de pouvoir l'intégrer. Et pour l'instant, les règles qui sont applicables côté SSI, c'est surtout du cloisonnement, c'est-à-dire du montage de cloisons, de séparation dans les SI, là où c'est possible, pour éviter que les différents systèmes d'information qui peuvent être vulnérables ou compromis par des canaux de tiers, comme tu viens de l'évoquer, aient un impact plus large sur l'établissement. C'est par défaut ce qui est demandé aux opérateurs de services essentiels pour protéger leur système d'information essentiel.
Alors, sur ce sujet, justement, Vincent et Lionel, pour reprendre un petit peu là, les questions qui sont sur le chat et qui sont en fait qui reviennent effectivement un petit peu à un même objectif, qui effectivement, bon, sur le plan juridique, la condamnation de fournisseurs, d'éditeurs pour un défaut, et notamment un défaut d'hygiène numérique. Moi, si vous voulez, on a toujours une question qui est pendante, et notamment, Vincent, tu rappelais tout à l'heure les programmes HN, Open, Ségur, comme prenant en compte effectivement ce risque cyber. Tu évoquais aussi l'augmentation de la surface numérique. Est-ce que notre premier sujet, parce qu'on comprend effectivement que dans l'augmentation de la surface numérique, l'approche cyber et cybersécurité n'était pas forcément native, c'est-à-dire qu'on avait des infrastructures socles qui aujourd'hui sont toujours vulnérables. Donc en fait, mon sujet, est-ce qu'on n'est pas sur un sujet justement de cartographie de cette surface numérique qui dépasse tout simplement l'outil informatique, entre guillemets, pour embarquer tout ce qui est bâtimentaire, tout ce qui est logistique, tout ce qui est prestataire, tout ce qui est, bon, avec un allotissement peut-être effectivement de ces fonctions-là pour sécuriser un petit peu l'ensemble de ces dispositifs, et avec des enjeux d'hygiène numérique qui doivent pouvoir être identifiés dans leur responsabilité. C'est-à-dire qu'est-ce que dans cet environnement-là, l'établissement doit faire, comment il doit s'organiser pour s'assurer effectivement de la juste et bonne cartographie, c'est-à-dire d'avoir identifié les facteurs de risque, et quel est l'ensemble contractuel qui doit l'adosser, notamment vis-à-vis de ses prestataires, sans pour autant qu'on ait toujours identifié qu'il y avait derrière du numérique ou du connecté. Une chaudière connectée, un ascenseur connecté, des choses effectivement qui ne sont pas toujours perçues comme effectivement une porte d'entrée à une cyberattaque. Alors, dans ce que tu viens de dire, il y a 2 points, il y en a plusieurs importants. Je vais être court. Premièrement, les industriels, pendant longtemps, se sont concentrés sur le fonctionnel, c'est-à-dire les industriels du biomédical, ils veulent faire un bel IRM, ils veulent faire un beau mammographe, ils veulent faire une belle couveuse connectée. Les industriels de la gestion technique des bâtiments, ils veulent faire des beaux ascenseurs, ils veulent faire des beaux robots de transport des repas, etc. Et souvent, ils ont négligé la couche numérique. C'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui, et ça passe dans le chat, on a encore aujourd'hui des grands industriels qui vont vendre un matériel médical au top et qui vont expliquer qu'ils tournent sur une machine Windows 2008 sur laquelle il ne faut pas mettre d'antivirus pour éviter de ralentir le matériel médical. Ça, il faut que ça évolue. Il faut que ça évolue, et comme le disait Lionel, on peut espérer que les obligations, les certifications qui vont les encadrer dans les années à venir corrigent ce problème. Donc ça, c'est un problème de base qui est structurel. C'est-à-dire, un industriel pense fonction et néglige la couche support à la fonction. Ça fait des années et il faut que ça cesse. Et donc, il y a un travail à faire des autorités au niveau européen, au niveau français, des établissements aussi qui doivent un peu lutter, essayer en disant bah non, je suis désolé, vous me fournissez un super matériel avec une couche informatique qui n'est pas à niveau, on ne va pas se mettre d'accord. En plus, je reste convaincu que ça ne doit pas être si compliqué que ça. Enfin, c'est des gens qui investissent des millions d'euros en R&D pour rester à niveau sur leurs produits médicaux. Monter un système, même sous Linux ou sous je ne sais quoi, mais qui permette d'être maintenu, entretenu, tenu à jour, ça ne doit pas être si coûteux que ça. Je pense juste que ça les embête et il faut qu'à un moment donné, l'ensemble du système se bagarre là-dessus. Il faut aussi que les dirigeants de structures sanitaires apprennent à considérer les couches basses. C'est toujours plus sexy pour un directeur ou une directrice d'investir dans un nouveau DPI, dans un logiciel de gestion des blocs. Et quand ils ont le tech qui monte de la cave pour leur dire « mais notre réseau, il n'est pas à niveau, il faudrait qu'on ait une sonde de détection d'intrusion, il faudrait qu'on change nos switches, il faudrait qu'on mette à niveau nos firewalls », il a peu d'écoute. Il a peu d'écoute parce que ces projets-là ne sont pas très sexy, parce que ce n'est pas des projets à forte visibilité, parce que parfois c'est cher. Et donc, on a des couches basses qui sont un peu fragiles aussi.
Et il ne faut pas oublier que la majorité des cyberattaques, elles arrivent tout de même par les couches basses, quoi. Elles arrivent par le réseau, elles arrivent par les serveurs, par le matériel. Et si on a de l'obsolescence là-dessus, on a des problématiques. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à la remarque, avant de laisser la parole à Lionel pour la suite. Merci Vincent. Je pense que la présentation que nous souhaitons faire avec Edwige répond, en tout cas synthétiquement, pour ne pas dire partiellement, à ces préoccupations-là et aux questions que j'ai vu passer dans la discussion. Est-il temps de faire cette présentation? Mais oui, Lionel, mais tout à fait, hein, c'est tout à fait, avec grand plaisir, puisque je crois qu'on on a amorcé la thématique dans laquelle tu souhaitais pouvoir intervenir. Donc, on y va. Merci beaucoup. Je crois qu'on y est de plein pied. Donc, je me présente très, très brièvement. Je suis Lionel Prade. Je suis responsable risque numérique pour Cham. J'ai rejoint le groupe il y a 3 ans. J'ai un peu plus de 20 ans de conseil en sécurité des systèmes d'information en gestion des risques dans différents groupes européens. Et je travaille pour notre groupe et pour nos sociétaires pour essayer d'apporter une réponse ou des éléments de réponse exactement aux préoccupations qu'on vient d'aborder. C'est moi qui présenterai qui proposerai la présentation que nous faisons à 4 mains avec Edwige. Nous travaillons avec 2 micros dans la même salle, donc on sera un peu moins véloce que Vincent pour ces échanges-là. Je vous prie de nous en excuser. Je présente. Et bonjour, pendant que Lionel vous projette la présentation qu'on va faire. Donc, je suis Edwige Rossignol, je suis la directrice exécutive du marché Santé Sociale France, qui regroupe bien évidemment les établissements de santé privés. Et avec Lionel, on conçoit, on teste et on ajuste les solutions en risque numérique et en particulier en risque cyber pour pouvoir répondre, on l'a vu, à vos préoccupations du moment et qui ne cessent de s'amplifier. Donc on va reprendre dans les 2 premières slides, je pense, un certain nombre d'idées qui ont été détaillées précédemment par Vincent Trelli. On va aller résumer sur quelques éléments. Et puis, comme l'a dit Lionel, notre objectif, c'est aussi d'aller aborder avec vous un certain nombre d'idées, de points clés sur la protection face à ce risque cyber. Donc, comme vous le voyez sur le premier slide, hein, l'idée, c'est qu'en simplifiant à l'extrême, on a 2 risques d'événements cyber que vous connaissez bien, les actes malveillants, les éléments accidentels. Je ne vais pas sous-estimer la catégorie des accidents, bien évidemment. On en voit toujours. Elles sont toutes conséquences d'erreurs humaines, pour la plupart, conséquences d'erreurs humaines. Leur nombre d'incidents déclarés ne cesse d'évoluer. Et on sait que les mesures de sécurité qu'on met en place en interne nous permettent de limiter l'occurrence et les impacts de ces accidents. Et évidemment, comme on vient de le voir avec Vincent, il y a eu en 2020 et encore plus en 2021 une multiplication, là pour le coup, des attaques par ransomware. Leur but, il est vraiment très clair, c'est exploiter la vulnérabilité des systèmes hospitaliers, la dépendance technologique des établissements pour perturber, stopper l'activité et puis contraindre à verser une rançon. On l'avait évoqué également, il y a une variante qui est de plus en plus opposée aux établissements qui pourraient avoir un système de restauration efficace. Cette variante, c'est le vol de données pour faire un chantage, et comme on l'a dit, soit directement à l'établissement, soit directement aux patients, donc qui entraîne un risque pour l'établissement, un risque d'image encore plus fort. Ce qui est frappant, pour résumer tous nos propos, c'est la professionnalisation, l'industrialisation des modes opératoires des criminels, alors que finalement, la nature de la menace, elle n'est pas neuve. On l'a vu aussi, le montant des rançons augmente et on se disait avec Lionel que ça double, triple tous les 2 ans très, très facilement. Donc, on voit que la charge de ces rançons est assez exponentielle. On a vraiment vu sur ces dernières années un changement de magnitude.
et les rançons maintenant sont au-delà du million d'euros, hein, et de façon très très fréquente. On a vu aussi la fréquence qui est très très élevée. On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé début 2021. Et cette tendance, elle est à l'augmentation. Elle n'est pas à la baisse après un sursaut de fréquence du début d'année. On l'a dit, elle a provoqué des décisions importantes des gouvernements allemands, français, en soutien à l'investissement pour la protection du système d'information. On l'a vu aussi en Espagne. Elle a aussi provoqué, et ça c'est très intéressant, une réflexion au plus haut niveau sur le règlement des rançons, mais sur le fond, et malgré tout, c'est bien l'exposition des établissements qui augmente. Et le mécanisme, et on va y revenir avec Lionel, il est simple. Tout d'abord, vous le savez, la numérisation des activités, ça a permis d'améliorer la délivrance des activités de diagnostic, de soins, la performance des établissements, mais elle a créé, en corollaire, la forte dépendance aux outils et une donnée de santé qui est quasi exclusivement informatisée. Et en parallèle, la protection, la résilience des outils qui supportent ces éléments-là n'est pas toujours avec une maturité adaptée. Ensuite, et on a commencé à l'évoquer, et c'est un point clé pour nous, le nombre de dispositifs médicaux connectés a explosé. Et cette augmentation du nombre de connexions se poursuit très fortement. Et ces dispositifs augmentent la surface de l'établissement exposé aux menaces, aux vulnérabilités. Et puis on l'a vu avec des dispositifs connectés qui ne sont pas forcément les meilleurs joueurs dans les règles de l'art de la sécurité. Donc, quand on regarde du côté des impacts, finalement, les conséquences d'un événement cyber, je ne vais pas reprendre tout ce qu'il y a ici et on va se concentrer un tout petit peu plus loin sur les éléments financiers. Mais on l'a vu, hein, les impacts opérationnels de ces attaques sont redoutables. On va jusqu'à l'arrêt de l'activité. Et on pense souvent à arrêt d'activité, mais il faut également penser aux conditions de reprise de cette activité qui est souvent perturbée pendant de nombreux jours, de nombreuses semaines et même de nombreux mois quand les dossiers médicaux patients, par exemple, sont impactés et qu'on a un défaut total ou partiel d'information, une perte d'information totale ou partielle. On a des témoignages qui sont édifiants car les activités support en fait, sont attaquées et mettent à mal l'ensemble des activités, comme un DAX, hein, plus de téléphonie, plus de stérilisation, plus de gestion de stock, plus de préparation pharma, plus de gestion de rendez-vous, plus d'informations aux urgences. Donc, une activité médicale qui, même si avec les médecins, les équipes soignantes peuvent se poursuivre, est complètement paralysée par l'ensemble des activités qui la supportent normalement. Et les impacts pour les patients sont toujours plus importants en cas d'indisponibilité, de compromission de leur dossier. Ça aussi, c'est un point auquel on ne pense pas forcément en première intention, mais qui est un point important. Et pour la fuite de données, comme on l'a évoqué précédemment, mais également lorsqu'on va reprendre l'activité avec ces patients-là. Côté risque financier, on a un peu parlé tout à l'heure, mais pour nous, c'était important de revenir sur ces éléments-là. On connaît l'impact financier des pannes, des bugs, de certains accidents qu'on provoquait. Certains éléments peuvent déjà finalement avoir des conséquences financières assez importantes, hein, de l'ordre de 5-10 millions pour la plupart. Mais comme on l'a vu, c'est sans commune mesure avec ce que les attaques, les cyberattaques peuvent avoir sur un établissement ou un groupe d'établissements. On a parlé de rançons, où le montant des rançons croît de façon très très forte. Il y a aussi les coûts des arrêts des établissements. Et on le sait, hein, sur un établissement de taille moyenne importante, un arrêt de 2 jours, c'est plus de 100 millions d'euros de perte d'exploitation. Quand on ajoute à ça le coût de destruction totale ou partielle des dossiers médicaux, alors on pourrait ergoter sur les chiffres, hein, mais on peut avoir en tête à peu près environ 150 € par dossier patient, multiplié par le nombre de dossiers patients et les flux générés par ces dossiers patients. On arrive très très vite à plusieurs centaines de millions d'euros également.
Et puis, Vincent Trély évoquait tout à l'heure le décès d'un patient en Allemagne. Fort heureusement, ça ne nous est pas encore arrivé en France du fait d'une cyberattaque, mais on ose également imaginer quels seraient les impacts, et en termes d'image, et en termes financiers, qu'une cyberattaque pourrait avoir sur la vie des patients, et donc les conséquences financières que ça pourrait avoir. Voilà, pour redresser le tableau, donc, on voit qu'on est sur finalement ce qu'on appelle en langage assureur des sinistres de crête, de sinistres de forte intensité, finalement des risques catastrophiques. Et en parallèle à cette augmentation des coûts, ce qu'on a vu ces 2 dernières années, c'est encore plus flagrant depuis début 2021, c'est que le marché de l'assurance dans son ensemble s'est rétracté. Sur le volet cyberassurance, c'est encore plus rétracté. Et quand on fait un zoom sur le secteur de la santé particulièrement touché par les cyberattaques, cette contraction des capacités assurantielles disponibles par assuré, c'est fortement contracté. On a même vu des porteurs de risques qui ont fait le choix de quitter le marché assurantiel. Et on le voit, la partie assurée là, du schéma, les assureurs ne sont pas prêts à aller au-delà d'un certain montant. En revanche, le risque existe. Donc, dans ces conditions, eh bien, le risque extrême demeure pour les établissements. Et se pose tout de suite la question de se dire, on va travailler peut-être sur des solutions assurantielles, mais il faut d'abord et avant tout travailler sur les sous-jacents, sur la sécurité informatique et l'appréhension du risque cyber dans son ensemble. Et c'est ce qu'on va regarder plus en détail. Donc, on le voit très rapidement, hein, le risque technologique, il fait partie pour nous des 3 gros risques de l'établissement, à côté du risque médical, à côté des ressources humaines, évidemment, à côté de tous les gros risques que l'on peut avoir dans un établissement, mais ce risque technologique, c'est un risque majeur. La réponse assurantielle n'est pas suffisante. Il est en plus en forte interaction avec le risque médical, le risque RH, et c'est non seulement ce risque technologique, mais son impact sur le risque médical et sur le risque de tout le personnel et du risque médical lié qu'il est important de réfléchir quand on pense au risque cyber. Et donc, il faut le penser, ce risque cyber, dans une vision holistique, si je puis dire. Et je vais laisser Lionel, le temps qu'on change de micro, aller zoomer un petit peu plus fortement sur ces éléments-là. On a visiblement un petit risque, enfin un petit problème de switch. C'est bon. C'est bon. Donc, vous revoyez correctement l'image partagée? Non, Lionel, on a les participants, on n'a pas de partage. En tout cas, de mon côté, je n'ai pas de partage. OK. C'est bon? Très bien. OK. Donc, je reprends sur ce que vient de proposer Edwige. Je m'intéresse plus particulièrement à la gestion du risque cyber et à son interaction avec les autres risques. Cette intégration du risque cyber à la planification globale stratégique de la gestion des risques de l'établissement est nécessaire. Pour autant, son organisation reste un challenge pour la direction générale parce qu'elle implique des intervenants de toute la direction. Ce serait une erreur de considérer uniquement les personnels des directions IT ou sécurité, et il est nécessaire pour le prendre en compte de façon transversale, d'y joindre tous les acteurs de premier plan et les autres participants. C'est-à-dire, pour ce qui nous intéresse, puisque vous avez bien compris qu'il y a une surexposition aujourd'hui spécifique à l'établissement de santé, le secteur biomédical
joue un rôle crucial. Toutes les autres activités doivent être partie prenante, y compris les supports de l'établissement, Vincent l'a bien rappelé tout à l'heure, pour pouvoir adapter ensemble la posture de l'établissement à son exposition spécifique. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, le constat général, c'est celui d'un retard, les 15 ans dont parlait Vincent, un décalage entre l'exposition réelle de l'établissement, qu'il faut comprendre, et son niveau de protection qui suit. Cette exposition, elle a effectivement changé avec la digitalisation progressive que nous avons connue les 10-15 dernières années de l'ensemble des activités. Elle a créé une dépendance technologique, elle a créé une dépendance aux fournisseurs. En 10 ans, les systèmes d'information de l'établissement ont significativement quitté son périmètre et sont aujourd'hui connectés à ceux de nombreux tiers, institutionnels, partenaires, fournisseurs, mais aussi, et de plus en plus, ceux des patients. Là où les efforts se sont souvent concentrés sur le périmètre de l'IT et de l'établissement, nous constatons qu'il peut y avoir aujourd'hui un décalage vraiment franc sur la prise en compte des autres zones. Les programmes nationaux de sécurité ont permis de guider l'ensemble de ces efforts. Les référentiels sont connus, les méthodes sont connues. Encore faut-il l'appliquer à l'ensemble des zones. Certaines zones donc, sont restées moins protégées du fait de l'ouverture qui a été créée pour les échanges ou du fait de leur moindre visibilité et constituent des points faibles. Pour répondre à la question tout à l'heure du Covid, je ne pense pas que le Covid ait augmenté la cybercriminalité en soi. Il y a eu certains scénarios qui ont été mis en avant, certes, mais ce n'est pas la tendance de fond. Par contre, le fait que le Covid ait mis l'ensemble des établissements en tension, ça c'est une certitude, et comme on le sait, c'est une succession de mises en tension qui crée les conditions de mise en œuvre et de déclenchement de la crise. Bref, le périmètre de l'outil, c'est-à-dire les technologies opérationnelles, en opposition à l'IT, les technologies de l'information, est particulièrement significatif de cette modification. Et il reste souvent hors de la gouvernance sécurité qui est associée aux technologies de l'information et au schéma usuel. Son niveau actuel de connexion reste aujourd'hui limité, nous le voyons chez nos sociétaires, avec qui nous travaillons sur les cartographies. Et ces systèmes représentent pour l'instant une part non majoritaire des actifs connectés. Mais ce point évolue rapidement et nos discussions tournent régulièrement autour justement de nouveaux projets qui vont consister en la connexion d'ensembles entiers d'IoT médicaux, et donc, que ce soit des dispositifs médicaux ou des périphériques liés aux patients. Cette augmentation de la connectivité des outils, Biomed, mais aussi toute la logistique qu'on a connue les 10-15 dernières années, présente un double enjeu de sécurité. Elle a augmenté la porosité et la surface directement exposée de l'établissement à protéger par le web ou par des flux fournisseurs dont on a parlé tout à l'heure. Pourtant, elle est plus difficile à protéger d'attaques qui visent à exploiter ces différents points faibles, que ce soit une vulnérabilité ou simplement un défaut de configuration. Malgré les efforts qui sont réalisés par une majorité de fabricants, la gestion de ces vulnérabilités sur les dispositifs médicaux reste une gageure. On ne peut pas installer ce qu'on souhaite sur un dispositif médical, on ne peut pas le faire évoluer très rapidement. Par ailleurs, cette évolution augmente aussi l'impact des attaques, car les systèmes, une fois connectés, font partie des systèmes touchés directement ou par l'indisponibilité des infrastructures. Touchés directement parce que, comme le soulignait Vincent, ils exposent les systèmes obsolètes, potentiellement obsolètes, et l'indisponibilité des infrastructures, parce que là où ils sont connectés, cela veut dire qu'on est passé sur un autre mode où ces dispositifs sont connectés à différents serveurs qui sont distants, et l'infrastructure mutualisée va avoir une grande importance. Donc, c'est l'ensemble des systèmes qui doivent être pris en compte. Et en cela, le règlement pour les dispositifs médicaux dont je parlais tout à l'heure devrait remettre l'église au centre du village, puisqu'elle rappelle à chacun des
fabricants et fournisseurs, mais aussi aux établissements, le rôle que chacun a à jouer. Ce qui compte donc, c'est la hauteur moyenne de la digue de protection qu'on va mettre en œuvre. Pas de point trop haut ou de point trop bas et qu'il soit trop écarté. En cela, pour éviter des investissements qui seraient rendus inutiles par une faiblesse flagrante. Pour utiliser des images comme mettre une porte blindée et laisser la fenêtre ouverte, ou dans un contexte plus historique, reproduire le schéma de la ligne Maginot. Ces enjeux sont alignés avec la directive Nice qui s'applique à l'ensemble des opérateurs de services essentiels, dont le nombre évolue très très rapidement, et le règlement sur les dispositifs médicaux que j'ai déjà évoqué. Très 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 synthétiquement, en regard et en addition des pratiques usuellement recommandées, dont nous avons déjà parlé, ces schémas nationaux ou européens, nous mettons en avant de façon très schématisée 2 groupes de recommandations qui sont liés à notre expérience là en tant qu'assureur cyber. Le premier groupe de recommandations, c'est le renforcement du niveau de protection et de capacité de détection de l'établissement. Je suis extrêmement pratique en disant ça. Il faut accorder de l'importance à 3 éléments complémentaires que je vais exposer pour optimiser l'efficacité du budget de prévention. D'abord, il faut cartographier la surface exposée. On protège bien que ce que l'on connaît. Cela permet d'appliquer correctement l'ensemble des fondamentaux de sécurité dont vous disposez déjà, que ce soit des pare-feux, enfin, du filtrage au niveau réseau ou de la gestion des accès utilisateurs. Et il faut le compléter avec des moyens qui sont adaptés et au contexte des technologies de l'information et au contexte des technologies opérationnelles. Ensuite, il faut durcir de façon homogène cette surface exposée. Soit on gère sa vulnérabilité et son défaut de configuration, soit on cloisonne là où c'est possible et de la façon la plus adaptée. Ces dispositifs, les équiper de moyens globaux de détection pour pouvoir agir dans le meilleur des temps. Et pour ça, il faut se doter de moyens opérationnels 24/7. Et quand ce n'est pas possible à l'intérieur même de l'établissement, peut-être faire appel à un partenaire spécialisé pour ce faire. Le deuxième groupe, c'est de ne pas négliger les capacités de résilience et de la réponse à incident pour le cas où l'incident va se déclarer. Sans vouloir faire de mauvaises images, on discutait avant du ce n'est pas si mais quand, et aujourd'hui ce n'est pas quand mais comment. Tout ça n'est pas nouveau, mais le retour d'expérience dont on dispose montre qu'il est vraiment utile de le rappeler. Les sauvegardes compromises dont parlait Vincent, nous l'avons vu, nous l'avons vécu, il y a des moyens pour s'en protéger. Donc, tout d'abord, une évaluation des besoins métiers de résilience qui ne laisse pas de zone d'ombre dans leur dépendance, surtout parce que on peut toujours dire mon besoin, c'est de reprendre en 8 heures, en 12 heures, en 24 heures. Mais il faut vraiment comprendre l'ensemble métier et infrastructure dont cela dépend. Sans cela, pas de plan de continuité adapté. La capacité de ces plans établis, et en particulier les plans de restauration, doit être protégée, testée, maintenue pour éviter le schéma auquel on a fait référence. Ces cas de destruction de sauvegarde ont annulé intégralement l'efficacité des plans prévus. Le temps compte, il justifie une préparation sur la détection et l'escalade et avoir une réponse à incident, ce que je sais procédurer, et une gestion de crise au-delà de ce que je sais procédurer, avec la disponibilité de partenaires fiables, soit pour cette escalade technique, soit en débordement, parce qu'un dispositif opérationnel à 360 degrés inclut d'avoir une réflexion commune sur l'ensemble. Edwige, souhaites-tu que je te rende la main sur ce point? Je le garde. Donc, on vient de le voir. L'approche du risque cyber repose sur une vision holistique de ce risque. Analyser, c'est avoir une compréhension globale du risque, pas seulement des technologies de l'information, mais l'ensemble des technologies opérationnelles, et surtout en continu, pour éviter d'avoir un effet discrétisant de l'approche purement audit. Il faut aussi pouvoir anticiper et réagir lors de la survenance d'un incident pour limiter au mieux les impacts lors de cette survenance. Et pour pouvoir limiter les impacts multiples que nous avons vus ensemble tout à l'heure. Et reprendre le plus rapidement possible les structures et l'activité
pour l'ensemble des établissements qui pourraient en chaîne dépendre de ces infrastructures. Les solutions technologiques peuvent apporter une prévention et un suivi permanent sur le périmètre sur lequel elles sont déployées. Et je souhaite rappeler que l'assurance et l'assistance qu'elle propose sont des mesures de réduction d'impact uniquement, de réduction intégrée, dans la mesure où, au préalable, des digues ont pu être élevées raisonnablement. Wrap-up, le risque cyber est devenu un péril de premier plan, opérationnel et financier, avec l'ensemble des autres risques, et donc un risque stratégique, un challenge pour les directions. Merci. Je pense qu'il peut y avoir de nombreuses questions auxquelles on souhaiterait répondre. Merci, merci beaucoup Edwige, merci beaucoup Lionel pour cette présentation. Alors, en attendant qu'il puisse y avoir des mains levées, je vais juste effectivement faire part d'interrogations qui m'ont été adressées par SMS. Hein, donc, je ne dirai pas qui. Non, le sujet, c'est l'articulation effectivement de tout ce que vous venez de nous présenter et ce périmètre, cette surface, effectivement, cette surface qui est à appréhender, avec l'articulation qui est la nôtre en ce moment, c'est-à-dire les travaux qui sont en cours sur le Ségur, et plus particulièrement, si vous voulez bien, je ne sais pas si vous serez en mesure de le faire, mais avec le fameux espace numérique santé, qui est désormais, maintenant c'est mon espace santé, si je me souviens bien de la dénomination, qui va conduire en fait à un changement de paradigme où le patient sera maître de sa donnée et notamment maître de son intégration de sa donnée sur un DMP, qui va engager ou susciter, qui devrait susciter des flux encore plus importants via le DMP. Alors je ferai tout à l'heure, je reprendrai ce que disait Vincent tout à l'heure sur et encore les DPI ne sont pas encore complets, donc on peut dire et encore les DMP aujourd'hui ne sont pas complets, loin s'en faut. Donc on va avoir effectivement une massification à un endroit de l'ensemble de cette donnée-là, qui plus est avec des acteurs qui vont implémenter l'ensemble de ce DMP de part et d'autre, hein, les professionnels, les établissements, les patients, bon. Avec la problématique d'infrastructure qu'on évoquait tout à l'heure. Comment vous voyez justement ce flux qui va être un flux culturellement inversé pour nous, c'est-à-dire qu'on va redonner en fait le pouvoir aux patients dans ce risque cyber, ou alors est-ce qu'il n'y a pas plus de sujets parce qu'en fait on est dans la cartographie qui vient d'être présentée. En ce qui me concerne, pour moi, l'espace numérique de santé ou mon espace santé, tel que je le comprends, c'est un portail dont tous les citoyens vont bénéficier, qui va leur permettre d'avoir accès à des services. On va peut-être retrouver dessus des trucs du style Doctolib pour la prise de rendez-vous et on va retrouver progressivement un certain nombre d'applications qui devraient être homologuées par l'État, c'est-à-dire si pas OK en termes de sécurité, si pas interopérable, si pas pratique à utiliser, elles n'y seront pas. Donc ça, Dominique Pont, le responsable ministériel de la transformation numérique, l'a exprimé à moult reprises. Et puis, dans cet espace numérique de santé, un lien vers le DMP. Bon, rien de neuf. Hein, quelque part. C'est-à-dire, simplement, au lieu d'avoir accès à son DMP, qui est censé, et tu le rappelais avec raison, pour avoir du sens, être alimenté par tous les acteurs. Parce que moi, je fais partie de ceux qui disent si le DMP n'est pas exhaustif, il ne sert pas à grand-chose. Hein. C'est-à-dire, à un moment donné, le DMP, il n'a de sens que si on y trouve l'exhaustivité des documents qui sont censés s'y trouver. C'est-à-dire que les libéraux en maison médicale ou les médecins de ville, comme on dit, doivent jouer le jeu de la transmission. Les hôpitaux doivent jouer le jeu de la transmission, les cliniques privées doivent jouer le jeu de la transmission, pour qu'à un moment donné, moi, si je suis en vacances à Nice et que je fais un tonneau avec ma voiture, les personnes qui me prennent en charge, ils puissent accéder à mon DMP et y trouver tout.
c'est-à-dire ce qui m'est arrivé dans le public, ce qui m'est arrivé dans le privé et le suivi de mon médecin généraliste quelque part. Donc l'enjeu de l'ENS, je pense qu'il ne va pas changer grand-chose. L'enjeu aujourd'hui, c'est de remplir le DMP si on veut qu'il soit massivement utilisé et utile. En termes de sécurité, ce n'est pas plus qu'autre chose un DMP. C'est un concentrateur de documents, c'est un espèce de super module de DPI concernant la gestion documentaire, c'est des PDF. Il est censé, ce DMP, avoir un niveau de sécurité régulièrement évalué, régulièrement audité, qui l'empêche d'être attaqué, mis à mal, subtilisé. Alors, le risque zéro, évidemment, il n'existe pas, mais il est comparable au DP, au dossier pharmaceutique. Enfin, ce sont des grosses bases. Et d'ailleurs, à la base de la Caisse nationale d'assurance maladie aussi, ce sont des endroits stratégiques où sont concentrés énormément de données de santé des citoyens français. Donc, évidemment, ce sont des architectures qui sont censées avoir un niveau de sécurité et un niveau de protection extrêmement élevé. Et je pense que c'est le cas. C'est le cas. Ils sont sur des plateformes certifiées hébergeurs de données de santé. Les traitements sont validés et audités par la CNIL de façon assez régulière. Donc, je pense qu'on est sur des bons niveaux de sécurité. Après, l'enjeu, c'est plutôt les usages. C'est-à-dire, quand est-ce que ce foutu DMP va, à un moment donné, être ce qu'il doit être, c'est-à-dire le concentrateur exhaustif de nos vies en termes de santé et non pas moi je l'ai fait et je l'alimente, moi pas, moi je peux pas, moi j'ai pas le temps, moi mon logiciel il n'y arrive pas, etc. Enfin, ce que l'on vit depuis des années. L'enjeu fondamental, il est là, me semble-t-il. On est bien d'accord. Après, j'ai une deuxième remarque, mais elle est beaucoup plus quelque part philosophique. C'est sur l'idée de faire du patient un acteur de son parcours de soins. Moi, je reste un peu dubitatif là-dessus. Enfin, moi, quand je rentre dans un parcours de soins, ce que j'ai envie, c'est surtout qu'on s'occupe de moi, quoi. Et j'ai pas forcément la légitimité, l'intérêt ou le désir d'en être un acteur actif. Surtout que si je suis dans le système de soins, c'est que je suis dans le mal un peu, comme on dit. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt que les professionnels de santé qui me prennent en charge puissent avoir accès de façon propre, nette et sécurisée à tous les éléments d'appréciation qui leur permettent de me soigner convenablement. Je referme la parenthèse sur ce point. Si je peux me permettre d'ajouter quelques détails à ce que vient de dire Vincent, d'un point de vue du risque pour les établissements, je pense que ce ne sont pas eux qui sont exposés. Par la mise en œuvre de ce type de plateforme centralisée, car ce n'est pas directement leur responsabilité, et on est entre les mains de professionnels de très très bon niveau. Au demeurant, en fonction de la façon dont sont gérés ces flux, le risque zéro, comme tu le rappelles Vincent, n'existe pas. Et je voudrais faire le parallèle avec le scénario qui actuellement est en train de se produire au niveau des transporteurs aériens et de l'opérateur central qui est la CITA. Il y a eu une compromission entre février et mars cette année de cet acteur qui pourrait avoir exposé, et on va le découvrir progressivement, des centaines de millions de personnes, enfin, les données de centaines de millions de personnes qui auraient volé les 10 dernières années. L'impact global n'est pas encore connu, mais c'est par la présence justement de ces tunnels d'échange d'informations que les compagnies peuvent avoir été aussi remontées au-delà de la pénétration au niveau du portail. Donc oui, je comprends votre crainte. Il y a effectivement des questions qui se posent. Au demeurant, le niveau de sécurité associé au DMP me paraît être entre les meilleures mains. La gestion de flux éventuellement bilatéraux avec le DMP doit être regardée sous le regard des établissements. Oui, merci pour ce retour. En l'occurrence, ce n'est pas une crainte ni une défiance sur ce qui
qui se monte, si ce n'est avec la réserve que évoquait Vincent sur la structuration qualitative du DMP pour une approche usage. Non, mon sujet était de dire on va finalement remassifier et là pour le coup généraliser ces flux que l'on voit bien interconnectés entre différents acteurs. Et pour revenir un peu sur le propos, Lionel et Edwige, que vous aviez, qui effectivement pour nous, établissement, de faire rentrer le cyber-risque dans un champ qui soit maîtrisé et donc assurable si on doit aller sur ce côté-là. Donc effectivement, avoir une sorte de gérer l'aléa, ou plus exactement qu'on le laisse dans l'aléa, et non pas effectivement comme quelque chose qui va s'imposer et qui sera imprévisible, enfin au contraire très prévisible et qui s'imposera à nous. C'est effectivement la gestion pour l'établissement de ce risque-là. Et puis demain, là effectivement il y a une question dans le chat qui veut dire demain j'ai un problème cyber chez moi, mes urgences, je suis obligé d'engager un transfert secondaire sur les urgences vers une autre structure parce qu'à un moment donné je ne serai plus capable de traiter. Quelle est ma responsabilité, moi, établissement, alors même effectivement que je suis dans un environnement, un écosystème qui sera totalement imbriqué et pour lequel le risque zéro n'existe pas, vous l'avez tous rappelé, je crois que tout le monde a bien ça en tête, et qui va poser effectivement les zones de responsabilité, les zones d'engagement, les zones de responsabilité au sens opérationnel, ce que je dois faire, pas faire, jusqu'où je dois faire et comment je dois le faire. C'est surtout ça le sujet. Ce n'est pas tellement effectivement une défiance envers ce qui est en train de se monter, bien au contraire, mais de dire comment, de manière native, on a créé un espace national de confiance par rapport à ça. En tout cas, c'est que nous, côté FHP, nous avions défendu dans le cadre du Ségur qu'il fallait effectivement créer cet espace national de confiance pour effectivement qu'on puisse jouer tranquillement dans cet espace-là avec, en développant le numérique comme il doit l'être. C'est juste cette question, effectivement, à un moment donné, de savoir voilà, comment nous, établissements, on se positionne dans un écosystème qui, forcément, est plus gros que nous. Oui, mais le point est vraiment celui, tous les niveaux, finalement, un espace de confiance. Donc, il y a l'espace de confiance au sein des établissements et des groupes d'établissements. Et là, on est vraiment, comme le disait Lionel, sur l'élévation des digues de sécurité, des bonnes pratiques qu'on peut structurer pour les établissements, pour les groupes d'établissements, en tenant compte tout l'environnement. On a vu qui interagit vraiment très fortement avec la sécurité SI de notre établissement, puis en tenant compte des objets connectés. Et vraiment, le premier enjeu, il est celui-là, c'est de rélever cet espace de confiance pour pouvoir rendre finalement l'incident limitable et donc par là même assurable. Et il était vraiment là mon propos sur la assurabilité du risque, c'était de dire face à tout cela, la première étape, c'est de vraiment travailler sur la prévention, sur la vision globale du risque, pas seulement le risque IT, mais le risque des objets connectés, pour rendre tout ceci, pour créer, comme vous dites, cet espace de confiance, renforcer cet espace de confiance au sein des établissements. Et là, je pense que c'est notre rôle premier. Lionel, tu voulais rajouter quelque chose ? Éventuellement, je pourrais compléter en indiquant qu'il n'y a de confiance que lorsqu'on peut effectivement voir l'effort collectif qui est réalisé, qu'on vient pour le mettre en œuvre et pour le matérialiser, de l'avoir défini auparavant. Je voudrais revenir sur le fait que, en groupe, avec des partenaires ou avec des fournisseurs, la définition même des conditions de sécurité pour fonctionner ensemble, pour faire fonctionner des flux, pour faire fonctionner des activités, doit suivre soit un référentiel établi opposable, soit des pratiques qui sont convenues par une profession comme étant des bonnes pratiques. Je voudrais souligner et saluer le travail de l'ENISA qui a été proposé sur l'achat correct ou la convention correcte entre différents partenaires dans le secteur de la santé qui aide justement la préparation d'une ouverture, la préparation d'un partenariat par la mise en œuvre de conventions et de niveaux minimum de sécurité prédéfinis. Donc, la confiance, ça se gagne. L'espace de confiance, pour l'instant,
peut être battu en brèche par de la fréquence sur des pannes, sur des attaques, parce que le risque ne peut pas être totalement annulé et que, comme dans un sous-marin, il doit être possible de sectionner la chaîne pour limiter la propagation de ces risques. Je suis très pratique dans ma réponse et pas politiquement engagé vers un espace complet. J'aurais plutôt une approche en réponse à ce que nous voyons de raison et de conventions et de définitions propres pour chaque ouverture et partenariat. Alors pour compléter ce que dit Lionel, si on regarde un peu le modèle américain qui, pour des tas de raisons, se concrétise souvent chez nous avec quelques années d'écart, on va quand même rentrer dans un monde de contractualisation plus fort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Bertrand, si on prend la chaîne, on va du patient au DMP en fait. Et entre les deux, il y a le généraliste, il y a l'hôpital ou la clinique, il y a effectivement, comme c'est dit dans le chat, éventuellement des services mis à disposition par la région ou le grade. Ensuite, il y a les services mis à la disposition de l'État. Et puis, autour de ça, il y a les industriels, les prestataires et compagnie. Quand je vois l'état dans les hôpitaux dans lesquels j'interviens de certains contrats, on a du boulot effectivement à faire là-dessus. Et il va y avoir, je pense, quand même un peu, j'aime pas ce terme, mais une sorte de judiciarisation, quoi. C'est-à-dire, on va quand même, la chaîne étant complète et de multiples acteurs intervenant dans la chaîne. La première des choses, c'est d'avoir des contrats clean avec des définitions de responsabilité propres, en particulier pour se protéger soi-même et n'être responsable que de ce dont on a la maîtrise. Et faire attention à ne pas hériter d'une responsabilité qui n'est pas la nôtre, soit par contrat et par convention. Et puis, il y a un métier qui va devenir extrêmement passionnant et qui va se développer, c'est celui d'expert. Parce qu'à un moment donné, dans cette chaîne, quand il y aura un pépin, ça va demander des compétences extrêmement poussées, à la fois éventuellement techniques, mais aussi de compréhension du système de santé pour arriver à déterminer les responsabilités. C'est-à-dire, est-ce que c'est la faute du patient qui lui-même va avoir, lorsqu'il va s'inscrire dans son espace numérique de santé, le patient il va avoir des conditions d'utilisation, on va lui demander d'utiliser un mot de passe convenable, on va lui donner, lui faire porter aussi un minimum de responsabilité pour que son espace soit pas open bar et devienne pas et ne lui porte pas préjudice. Et puis ensuite il y a le cran du dessus, le généraliste qui doit faire gaffe quand il reçoit dans la maison médicale à ce que sur son ordinateur où il saisit toutes les données, il est aussi lui-même à son propre niveau des sauvegardes ou qu'il soit hébergé dans un cloud de confiance et qui dégage l'informatique de sa maison médicale parce qu'il n'est pas en capacité de s'en occuper avec le bon niveau de sécurité. Et puis ensuite, chacune des structures, voilà, donc des contrats bien ficelés avec des responsabilités et quand il y aura un pépin, sans doute une expertise fine pour savoir qui finalement porte la responsabilité de l'ennui dans un espace, comme le disait Lionel, qui doit être de confiance sur toute la chaîne, quoi. Alors, juste sur ce sujet, et avant de vous laisser le mot de la fin, juste dire que dans le cas du Ségur et dans le cas des travaux aujourd'hui qui sont engagés avec la DNS et le ministère et le DGOS, plusieurs choses. Vous savez que dans le cas du Ségur, dans les prérequis, vous avez donc des prérequis de cybersécurité qui sont embarqués, alors, qui sont encore, qui aujourd'hui sont quand même sous deux orientations, l'existence d'un plan de sécurité et des audits. Donc, avec la différence avec Open, c'est que là, pour le coup, c'est vraiment la réalisation de l'audit qui sera effectivement dans le prérequis Ségur. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'ensemble des éditeurs devront être Ségur compatibles et donc de répondre à un cahier des charges, un cahier d'exigences qu'on appelle les DSL, en cours de formalisation ou de finalisation. Et merci aux équipes d'ailleurs
DSI qui sont présentes aujourd'hui et pour tout le travail qu'elles ont fait sur le sujet, qui sera effectivement aussi un moyen de pouvoir rentrer le dispositif Ségur dans un cadre plus secure, ou secure exactement, hein, pour tous les développements à venir. Et puis, une réflexion a été engagée, enfin même plusieurs réflexions ont été engagées dans plusieurs, en réalité, pour un même objectif, mais sur 3 strates différentes. Alors, fort de nos demandes hein, sur une réflexion qui soit une réflexion beaucoup plus structurelle, et je passe même l'approche financière, même si elle est pendante à tout ça, puisque ce sera effectivement ce qui rendra possible les choses, mais pour autant, effectivement, déjà de pouvoir faire appréhender au niveau du ministère qu'à question structurelle, il fallait une réponse structurelle, et donc pérenne. Donc pour ce faire, la DGOS a engagé des réflexions avec les fédérations hospitalières très récemment, semaine dernière ou il y a 10 jours pour la première fois, et qui va se décliner dans les prochaines semaines, les prochains mois, justement pour essayer de construire cet espace de confiance qu'on évoquait, en travaillant jusque dans les infrastructures, puisque aujourd'hui il y a effectivement une prise de conscience qu'on avait probablement là un sujet de travailler sur le socle, sur l'infrastructure, et que devait se dessiner un accompagnement en ce sens. Donc c'est un travail que nous avons aussi avec les autres fédérations, parce que le plan annoncé par le président de la République est un plan, d'un point de vue politique, très fort. Hein, c'est un message très, très fort pour nous. Pour autant, pas se cacher, hein, les moyens qui ont été annoncés sont des moyens qui sont déjà sur la table et déjà existants, puisqu'en fait, ce sont des moyens qui sont embarqués aujourd'hui sur les différents plans numériques, et notamment sur le Ségur et sur les audits qui sont adossés. Que, effectivement, aujourd'hui, l'audit est plutôt fléché, ce qu'on appelle l'établissement reconnu OSE, donc en fait les GHT, on va dire, en priorité sur notamment les audits ANS, pour tout simplement parce qu'il y a une crainte qui nous est exprimée, qu'il puisse y avoir une attaque de masse sur le système hospitalier et notamment les CHU. Donc je suppose que lorsqu'ils évoquent ça, c'est qu'ils devaient avoir des prémices effectivement d'information en ce sens, et qu'ils ont donc souhaité effectivement pouvoir prioriser cette année 2021 les audits cyber sur les GHT, enfin CHU et les GHT. Pour autant, voilà, le privé sera bien dans le scope, et c'est le sujet aujourd'hui qui est porté avec les autres fédérations, pour qu'on ait une approche qui soit une approche écosystème systémique, et non pas effectivement qui soit cloisonnée ou en silo, en parant au plus pressé en fonction des moyens qui ont été annoncés, mais qu'effectivement on rentre dans une approche qui soit vraiment une approche structurelle et donc pérenne. Dernier élément, et qui a son importance, c'est que je vous rappelle que la cybersécurité va participer à l'appréciation de la maturité des systèmes d'information de vos établissements, dans le cadre effectivement d'un dispositif ou d'une plateforme qui s'appelle Maturin, laquelle plateforme aura vocation à servir d'indicateur pour nos financements à la qualité, via l'indicateurs IFAC, et ce, probablement dès 2023, puisque Maturin se construira sur la fin de l'année 2021, qui est avec des phases tests dès 2022, de sorte qu'on peut supposer que dès 2023, cet indice de maturité dans lequel on trouvera la cybersécurité soit un des vecteurs de financement de nos établissements via IFAC. Donc pour nous, un vrai sujet, parce que vous savez que l'IFAC, ce n'est pas des moyens complémentaires, puisque c'est une enveloppe qui est prise sur nos tarifs, sur nos rémunérations actuelles, de sorte que la question est de savoir comment on va financer ces nouvelles obligations qui vont peser sur les établissements, qui ne peuvent pas se faire à enveloppe constante. Et on le sait d'autant plus que lorsqu'on fait un benchmark un petit peu des différents secteurs industriels et des différents pays, notamment européens, sur le sujet de la cyber, on est loin, on est très très loin. Donc là, voilà, on a ce sujet-là qui est sur la table, que le ministère et la DGOS a accepté de prendre en tant que tel, y compris dans son vecteur de financement, au-delà effectivement de dispositifs et des vecteurs qu'ils ont pu imaginer, mais pour appréhender une approche qui soit beaucoup plus structure, c'est-à-dire qu'on a une réponse structure à la question qui est devenue maintenant un enjeu structurel dans nos exploitations. Voilà, juste peut-être effectivement en mise en perspective un petit peu des travaux en cours. Edwige, Lionel, Vincent, si je dois vous laisser le mot de la fin, moi, vous savez, dans cette perspective-là, je vous ai entendu dire 3 mots que j'ai retenus, mais qui sont forcément, je vais vous demander de les compléter, si vous voulez bien. J'ai entendu cartographie, hygiène
numérique, plan de sauvegarde. Qu'est-ce que vous rajouteriez à ces trois mots? Opérationnalité, c'est-à-dire qu'il faut des personnes et une organisation qui soient disponibles, qui soient entraînées, tant sur le plan opérationnel que lors de la gestion de crise. Edwige, ensemble, vous auriez un mot complémentaire maintenant, on a 4 mots. Je complétais Lionel en disant qu'il y a l'opérationnalité, il y a l'approche IT, mais il y a l'approche de cette opérationnalité avec l'ensemble des équipes concernées. Je fais très court. Et moi, je vais mettre les pieds dans le plat. À un moment donné, on est à un tournant, aussi où il y a une réflexion stratégique à mener sur le faire ou faire faire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le métier d'une clinique de gérer des systèmes d'information de plus en plus stratégiques, de plus en plus complexes, avec des nécessités de sécurité de plus en plus importantes et légitimes, ou est-ce qu'il faut envisager des stratégies de recours à des services du cloud, que ce soit sur le volet fonctionnel ou sur le volet sécuritaire, et transformer une informatique traditionnellement investie et amortie en une informatique de charge et de service. Moi, je ne suis pas convaincu que pour moi, la majorité des établissements de santé français, qu'ils soient publics ou privés, n'ont pas les moyens, n'auront ni les moyens financiers, ni les moyens humains surtout. Parce qu'il faut savoir que derrière, il y a besoin de ressources humaines, et les ressources humaines, tout le monde en cherche, hein. Le CAC 40 embauche à tire-larigot, les sociétés de conseil embauchent, les hôpitaux essaient d'embaucher, mais comme ils offrent 2 fois moins cher que les boîtes normales, évidemment, ça pose des difficultés. Est-ce qu'on n'arrive pas à une limite où il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on garde et qu'on fait bien dans le respect de l'état de l'art et de la législation, et qu'est-ce qu'on décide de ne pas faire, et on paye pour ça. On paye un service pour ça parce que c'est trop compliqué, quoi. Et je compléterai les 3 petits points en disant, tout en gardant, on l'a vu, c'est un risque stratégique, donc tout en gardant en interne la maîtrise de ce risque-là. Et c'est là où la balance va être passionnante. On est d'accord. Écoutez, je vous remercie pour cette ouverture sur une réflexion nouvelle ou à avoir. Donc, merci pour ça. Je voulais vous remercier tous les trois. Merci à tous ceux effectivement qui sont restés avec nous jusqu'au bout sur cette matinée. Je vais juste, si vous le permettez, annoncer effectivement une prochaine session en webinaire qui est attachée toujours à ce cycle numérique. Le 7 juillet, Nathalie, si je ne me trompe pas, ou Marie, qui aura attrait au dispositif ROC, qui est en cours de travaux aujourd'hui avec les AMC. Donc, on a fait l'inter-AMC à accepter d'être avec nous sur un format webinaire pour nous présenter le dispositif ROC et sa déclinaison dans notre secteur, avec effectivement donc avec les forces vives qui sont aujourd'hui au travail pour travailler sur le cahier des charges techniques, hein, qui devrait atterrir pour l'été avant d'envisager des phases plus concrètes en études de cas et éventuellement avec des pilotes qui nous ont été proposés. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous, plus. Merci Edwige, merci Lionel, merci Vincent de votre présence et de votre pertinence sur la réflexion, et je prends bien le sujet ouvert à la fin. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.